Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Le 1er mai, nous sommes là en direct avec vous. Sud Radio est sur le pont. Tout à l'heure, André Berkoff sera là. Ce matin, l'ami Jean-Jacques Bourdin également était là. Et nous travaillons le jour de la fête du travail. Et les débatteurs qui sont là sont les courageux du jour. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous venez tout juste de publier Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation, on le précise. Et c'est paru chez Michel Lafon. Faut toujours le préciser. Bah oui. Mais en même temps, l'inéluctable victoire, bon. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, bonjour. Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, bonjour à vous. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique. Et puis nous sommes là le 1er mai, c'est que nous croyons, enfin moi je le redis, je crois en la valeur travail. Eh bien, vous avez entièrement raison. Donc vous faites cela en étant avec vous. Eh bien, nous fêtons le travail aujourd'hui. 1er mai, le Rassemblement national ne fête plus Jeanne d'Arc. Et on va en parler avec vous dans un instant, Arnaud Benedetti. On va rentrer un peu dans le détail de votre livre, parce qu'on voit que dans les sondages, le Rassemblement national est très très loin devant les autres partis en ce qui concerne en plus tout ce qui est prévision pour les européennes. Le salaire des grands patrons, faut-il plafonner l'écart de rémunération? Vous avez peut-être vu ces chiffres hier qui effectivement pose question et amène à réfléchir. Les écrans avec le gouvernement qui veut interdire avant 3 ans. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Est-ce que c'est le rôle de l'État de légiférer ou de donner des consignes qui ne seront de toute façon difficilement applicables? Et Éric Dupond-Moretti qui veut sévir contre les agressions et les pratiques non religieuses pour non-pratiques religieuses. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arnaud, c'est un livre. C'est un livre d'ailleurs d'un des contributeurs réguliers de la revue politique et parlementaire, un professeur de droit, de sciences politiques et de relations internationales. Charles Orgbib, un des meilleurs spécialistes d'ailleurs français des relations internationales, qu'on ferait bien d'inviter parfois sur les plateaux de télévision, parce qu'il a toujours une vision très documentée, très cultivée des affaires. Et il vient de sortir un livre aux éditions du Cerf qui s'intitule « Égérie et conseiller de l'ombre dans le secret des princes ». Alors il avait publié il y a quelques années un livre sur les éminences grises. Là, il sort un livre un peu à nouveau sur ce même thème, et c'est une série de portraits sur un certain nombre de personnages historiques qui ont joué un rôle essentiel auprès d'un certain nombre de grands de ce monde. Alors, il traite de la princesse Adélaïde, sœur de Louis-Philippe, il traite de Madame de Staël auprès de Talleyrand, il traite bien sûr de Georges Mandel, qui lui quand même était un peu plus dans la lumière auprès de Georges Clemenceau. Ça fourmille d'anecdotes, mais si vous voulez, au-delà de l'anecdote, parce que c'est quand même un historien, il essaye de comprendre comment finalement la décision aussi politique se construit à partir des échanges avec les entourages très proches des grands de ce monde, et à travers en effet une espèce de fresque historique. Je le conseille parce que d'abord c'est en termes de culture générale toujours très intéressant d'avoir quelqu'un qui a une très grosse culture générale et qui nous apprend des tas de choses, et puis ça se lit très bien parce que Orgbib fait partie de ces universitaires qui ont un style extrêmement limpide et qui savent disons rendre accessible un certain nombre de sujets. Donc c'est un très 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 bon livre, comme tout ce que fait d'ailleurs Charles Orgbib. Voilà, donc j'avais ce petit coup de cœur, ce gros coup de cœur pour ce monsieur qui d'ailleurs aujourd'hui doit avoir près de 90 ans, mais qui va très bien. Égérie est conseiller de l'ombre dans Le secret des princes de Charles Orgbib. Et les éminences grises étaient remarquables aussi. Il a fait une biographie de Kissinger qui est une des références d'ailleurs dans le domaine. Vraiment, Je connais évidemment le professeur Charles Orgbib, et je pense qu'il y a deux choses. Pour comprendre la politique, il faut aussi comprendre le mode de fonctionnement des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire politique. Évidemment. Et ce qu'il nous manque, et je sais que vous reviendrez pour parler des écrans tout à l'heure, ce qui nous manque, on le voit bien, c'est une culture historique, une culture politique que nous tendons à perdre aujourd'hui, et on a beau regretter un certain nombre de choses, quand on fait de la politique émotionnelle, on oublie de relire, de lire et de s'enrichir des fondamentaux. Pour revenir au livre. Oui, pour revenir, absolument. Voilà, c'est un message. Et donc, Égérie est conseiller de l'ombre dans Le secret des princes de Charles Orgbib, et c'est aux éditions du Cerf. À tout de suite.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble en ce 1er mai pour commenter l'actualité. On va parler du Rassemblement national au plus haut dans les sondages. Avec vous, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre livre s'intitule, le dernier livre qui est paru la semaine dernière, aux portes du pouvoir, Rassemblement national, l'inéluctable victoire, avec un point d'interrogation qui est paru chez Michel Lafon. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum transatlantique. On va parler évidemment de ce 1er mai avec le Rassemblement national qui rompt avec la tradition de se retrouver devant la statue de Jeanne d'Arc. On va parler du salaire des grands patrons, des écrans. Beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table. Jean-Claude, c'est un livre aussi dont vous vouliez nous parler. Également. On fait apostrophe aujourd'hui. Oui, on fait apostrophe aujourd'hui. C'est pas mal. Vous avez des références. On a besoin. Moi, je serais venu avec mon bouquin. Je vais d'abord dire un mot sur le livre et plus généralement sur la lecture. Oui, on pourrait faire apostrophe parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la lecture, c'est le retour au livre. Alors, un coup de cœur sur un livre qui est d'actualité, là encore scientifique, Le déni de la dette, qui a été écrit par une universitaire qui est relativement connue sur ces sujets, Laure Quenouille-Corr, qui écrit une fresque, si vous voulez, sur l'histoire économique française, son rapport à la dette et surtout les raisons qui justifient que les Français sont à la fois intéressés de temps à autre à la question de la dette et qui est complètement liée à notre rapport à l'État. Nous attendons beaucoup de l'État, nous attendons infiniment de l'État, mais tout ça a un prix, jusqu'à où? Et on se pose la question. Alors, elle nous invite à la fois à cette réflexion profonde, historique depuis la Première Guerre mondiale, et puis aussi à nous interroger sur notre futur, parce que on a eu, y compris ici, l'occasion d'aborder la question de notre dette qui est de 3000 milliards d'euros aujourd'hui. Déjà à l'époque de Raymond Barre, on disait que la dette était insupportable, et donc on se pose la question sans jamais trouver de réponse. Peut-être faudrait-il que nous nous arrêtions un instant. Barre a laissé des budgets à l'équilibre. Le dernier budget à l'équilibre, c'était sous Giscard. Quand même. Oui, mais Raymond Barre se posait. Oui, mais Raymond Barre et Giscard posaient aussi le sujet en disant l'idée c'est d'avoir un budget en équilibre. Et puis derrière tout cela, il y a quid du coût, quid de la marge de manœuvre de l'État. Si nous voulons avoir un État, mais il faut aussi se demander quelles seront désormais, quelles sont nos possibilités et quelles sont les grandes options, quelles sont les grandes orientations de l'État, se recentrer sur le fondamental et peut-être pas tout faire et se mêler de tout et revenir à ses fonctions régaliennes. Fondamentaux. Ça s'appelle Le déni de la dette de Laure Quenouille. Il y a une dimension historique parce que c'est vrai que la relation à la dette, c'est très important dans l'histoire de France. La crise de l'Ancien Régime, c'est aussi une crise de la dette. Il ne faut pas l'oublier. J'en profite pour vous parler d'un livre aussi qui est celui qui est un ouvrage collectif qui s'appelle Les lieux du pouvoir. C'est un peu dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud. Vous plongez vraiment dans les secrets des lieux de pouvoir. Alors à la fois les résidences comme la Lanterne, Souzy en Brie, c'est ça qui avait Souzy la Biche, qui avait abrité la famille clandestine de François Mitterrand, Mélie, pas Saint-Germain-des-Prés, les tribunes, oui. Clandestine. Elle était clandestine, pardon. Elle a été la famille non officielle. Jusqu'à ce qu'il révèle l'existence de sa fille en 94. La famille non officielle. Le mot n'était peut-être pas. C'était une taquinerie, Valérie. N'était peut-être pas bien choisi. En tout cas, c'est un livre passionnant. Les lieux du pouvoir, là aussi, de façon très accessible, vous allez découvrir où se situent les vrais lieux de pouvoir qui ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Il y a un des chapitres qui est consacré au bureau de l'Élysée, le bureau qui rend fou. Bref, c'est donc chez Perrin et je vous conseille vraiment ce livre, Les lieux de pouvoir, sous la avec la. Le bureau du conseiller. Non, c'est ça. Le bureau qui rend fou. Absolument. Et donc c'est un livre qui est un ouvrage collectif
collectif qui a été coordonné par Sébastien Le Foll. On continue, alors là on va rentrer plus dans le dur et dans la politique. Ergun Toparslan. Je suis désolé de casser l'ambiance qui était très intéressante par des sujets qui le sont tout autant, mais c'est vrai que j'avais un coup de gueule moi à pousser à la suite d'une intervention sur LCI d'Abnous Shalmani, qui est une écrivaine qui a écrit un livre sur la laïcité, qui a été, c'est un livre aussi d'ailleurs, qui a été publié il y a pas très longtemps, mais dans cette. Est-ce qu'on peut l'écouter peut-être? On peut l'écouter si vous l'avez. Absolument. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats, et ça c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire mais tu te prends pour une blanche ou quoi, t'as cru que t'étais française? C'est pas forcément la majorité. Non, mais c'est quand même ce qui revient, et on a des filles qui sont juste dans la moyenne, qui se retiennent d'être trop bonnes pour ne pas être rejetées. Alors j'ai fait comme Alexis Bachelet, j'ai un peu rigolé, mais à la fin ça m'a un petit peu agacé, parce que objectivement, tout d'abord il y a deux choses. Elle se base sur des prétendues enquêtes qu'on attend toujours de voir sur. Les enquêtes disent l'inverse. Hein. Déjà d'une. Elles disent que les filles issues d'immigration réussissent mieux que les garçons. Enfin bon, c'est exactement reconnu. Les filles qui sont notamment musulmanes, du coup des pays subsahariens, en plus d'obédience, sont un peu plus en réussite scolaire par rapport aux garçons, mais c'est plus lié, comme le disent les enquêtes, à la structure familiale, au patriarcat, qu'à une croyance. Mais voilà, encore une fois, à partir d'un livre qui est super intéressant sur un sujet très important pour notre société, qui est la laïcité, et tirer des conclusions qui visent encore une fois à nous diviser, à offenser toute une partie de nos concitoyens, c'est tout à fait déplorable, offensant, et je pense que c'est plutôt grave dans le contexte dans lequel on se trouve. Et encore une fois, se cacher derrière des prétendues enquêtes pour donner une crédibilité à ce genre de propos, encore une fois, ça décrédibilise le travail de nombreux experts dans le domaine. C'est la même chose pour le livre dont j'ai parlé hier, La France, tu l'aimes mais tu la quittes, qui est un ramassis d'imprécisions qu'a lu, comment s'appelle-t-il, Fergan Adzari, qui l'a lu et qui voit que le panel qui a été utilisé n'a aucun sens, qu'on interroge des gens qui sont dans des pays relativement totalitaires mais pour qui la liberté ne pose pas de problème. Sur ce qui concerne Abnous Shalmani, je n'avais pas entendu effectivement son... Non plus, mais alors ça n'a pas valeur évidemment d'enquête, mais j'ai une amie qui m'a raconté cette histoire. Elle a une petite fille qui va à l'école en 6e, qui va dans une école publique et qui revient avec un t-shirt c'est sa petite fille, hein, donc avec le drapeau du Maroc, et elle lui dit mais pourquoi tu as le drapeau du Maroc? Elle dit sinon je suis pas intégrée, et qu'elle est soumise à une certaine forme de soumission pour faire comme les autres, pour être dans la racaille alors qu'elle ne l'est pas. Mais elle ne se retient pas d'être moins bonne à l'école quand même. Quelque part, elle doit être ne pas être érudite. À mon avis, c'est pas le sujet. Le sujet, non Valérie, je suis désolé, c'est un peu une diversion. Le sujet, c'est à quel moment on passe d'une défense intransigeante de la laïcité au dénigrement permanent d'une catégorie de la population, y compris en inventant des fables ridicules. Parce que, excusez-moi, je pense que mais je ne sais pas. Je suis pas le moins bien placé pour parler de ces sujets-là, parce que je crois que j'ai une expérience d'élu local, donc je rencontre beaucoup de familles, j'ai l'habitude de croiser une diversité de populations sans doute plus importante que d'autres gens qui vivraient par exemple dans Paris intramuros, ou voilà. J'ai jamais entendu ce type pardon, mais pour moi c'est une fable vraiment humiliante. Moi, tous les gens que je connais, car d'ailleurs j'en discutais avec Sabrina Sebaï, qui est députée de Nanterre, qui elle-même est issue d'une famille d'obédience, elle était scandalisée. Elle dit mais pour qui on nous prend? Nos parents nous pousseraient vers l'échec scolaire. Nos parents nous interdiraient. Il y aurait une espèce d'assignation identitaire à l'échec, parce que si tu réussis, si tu t'intègres à l'école. Mais pas les parents, Alexis, pas les parents, les autres élèves. C'est encore pire sur les autres, parce qu'on parle là, Alexis, on parle là d'une religion dont pour ne rien cacher, pour faire partie de certaines obédiences aussi, s'il faut le dire, le premier verset de cette religion, c'est de dire lis.
Voilà. Ouais. Donc c'est une incitation extrêmement forte à l'instruction. Partir en partant de là, évidemment, sans mettre de côté les problèmes socio-économiques qui sont à l'origine des inégalités dans l'éducation nationale, je pense que c'est là le vrai débat qu'on devrait avoir. Faire une généralité pareille, c'est extrêmement blessant. Maintenant, si elle a des enquêtes, des preuves, de quoi que ce soit, qu'elle les apporte. Mais il n'y a rien, Valérie, il n'y a pas le début d'une enquête. Quelles sont les enquêtes? Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je croise Abnou sur les plateaux et je sais que c'est une femme qui est complètement engagée sur le terrain de la laïcité et elle mène un combat qui est juste et elle mène un combat qui est honnête. C'est une femme honnête. Alors, je comprends bien que ça a été j'ai presque envie de dire, c'est un raccourci. Et derrière ce raccourci, j'ai envie de dire que le vrai sujet, pardonnez-moi du peu, mais on disait effectivement, et j'entends bien ce que dit également Valérie, ce ne sont pas les parents, mais ça peut être le grand frère au sens l'environnement. Et il peut y avoir un environnement où réussir ou faire différemment, c'est entrer vers une voie d'intégration ou de socialisation qu'un certain nombre désapprouvent. Moi, je suis désolé pour vous. Je pense que nous vivons ce qui a été le plus dramatique de notre société, c'est qu'on a parqué des gens dans les banlieues entre eux et que ça provoque ce que ça provoque ici ou là. D'accord. Mais est-ce que c'est lié à une religion? C'est ça ce qu'elle dit. Elle dit c'est des musulmans. Moi, ça me dérange pas. Les enfants ouvriers, les pauvres, etc. Ça me dérangerait moins. Voilà. Moi, c'est une relégation géographique. Alors, c'est pour ça que je dis derrière. Je pense que il y a plus. Non mais au-delà parce que j'ai bien compris, Jean-Claude. C'est un raccourci. Non, je ne rame pas. Je ramène le truc à sa juste. Au nom d'un combat qui est noble et qui est juste, la défense de la laïcité, on s'abaisse à utiliser des arguments qui, eux, stigmatisent des catégories de population, et c'est toujours les mêmes. On va pas se raconter d'histoire, ces anecdotes. Ça me rappelle le pain au chocolat de Jean-François Copé. Enfin, je veux dire, à quel moment on se dit qu'on arrête la foire à la saucisse, des propos à l'emporte-pièce et des généralités qui blessent pour parler des vrais sujets? Parce que pendant qu'on parle de ça, on lutte pas contre le communautarisme, on lutte pas contre les dérives sectaires. Alexis, je suis bien contre les dérives sectaires. Alexis, je suis bien placé pour pouvoir comprendre ce dont on parle et je suis bien placé pour pouvoir comprendre la stigmatisation. Pardonnez-moi du peu, je suis bien compris. C'est précisément pour cette raison que je dis la vraie responsabilité. On peut passer du temps sur Abnous ou Pierre, Paul qui aura dit ceci ou cela, et j'ai bien convenu, c'est un raccourci. Maintenant, le vrai sujet, c'est de la manière dont on a orienté notre politique des banlieues depuis 40 ans, droite comme gauche. On a dit, laissons ces gens-là, parce que je connais l'expression, laissons ces gens-là entre eux. On a mis le couvercle sur le canari, et puis circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, on a le résultat que l'on a, droite comme gauche. Alors, on va marquer une pause, vous pourrez, puis vous direz un mot. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on va avancer, on va continuer à faire notre tour de table et ça devrait être intéressant avec vous également, Alexis Bachelet. Votre coup de gueule. Ah oui, alors d'abord, moi si j'étais venu avec un livre, je serais venu avec le charme discret de l'intestin, histoire, tout savoir sur un organe mal aimé. Bon, c'est pas le sujet. J'ai choisi un vrai coup de gueule sur un vrai sujet qui est effectivement l'annonce par la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse de la suspension des subventions à Sciences Po tant que le calme, l'autorité n'auront pas été rétablis. Et ce qui est très intéressant, il faut toujours lire les communications d'origine. Donc, dans le communiqué, il y a une vraie contradiction, puisqu'elle parle d'une minorité d'étudiants qu'elle veut donc sanctionner. Mais du coup, en les sanctionnant, elle sanctionnerait aussi la majorité qui ne manifeste pas, qui n'est pas impliquée dans les... Et donc, il y a un vrai paradoxe, et donc je pense que derrière il y a une arrière-pensée politique très forte et une volonté d'intervenir dans le débat. C'est vrai que Valérie Pécresse, on l'entend plus beaucoup depuis les dernières élections présidentielles. Donc là, elle s'est dit c'est peut-être l'occasion de revenir enfin au premier plan, et c'est tombé sur Sciences Po.
et on tape au mieux valu qu'elle choisisse un autre sujet pour s'adresser à l'opinion publique que Sciences Po. Voilà, je parle sous le contrôle d'un expert de la vie politique, monsieur Arnaud Benedetti. Je pense que le sujet est mal choisi et que, alors d'abord, c'est un très mauvais service rendu parce que finalement elle remet sur le devant de la scène elle attise un peu les tensions parce que en fait ce qu'on voudrait tous c'est que le calme revienne, que les esprits s'apaisent. Là le rôle de la présidente de région, ça serait plutôt de trouver un moyen d'apaiser des esprits, je sais pas, proposer une médiation ou quoi. Non, elle dit là, je taille dans les subventions, et en fait, elle prend les gens en otage. Elle leur dit voilà, si vous arrêtez pas. Donc, les gens qui sont excités à Sciences Po, pourraient braver et continuer à s'exciter. Et moi, je serais un étudiant à Sciences Po qui s'est mêlé de rien depuis le début. Je dirais, mais pourquoi je vais être sanctionné par la région Île-de-France alors que je n'ai rien fait. Voilà. Donc franchement, je trouve ça aberrant. Je crois que heureusement ça n'arrivera pas. Je pense qu'il va y avoir sûrement un moment donné quand les choses vont se calmer. Donc Valérie Pécresse dira grâce à moi, le calme revient. Mais honnêtement, c'est pas un bon signal parce que moi, je suis aussi élu dans une collectivité locale comme Madame Pécresse. Si à chaque fois qu'une institution, une association, vous savez, les collectivités, elles subventionnent beaucoup d'événements, d'organismes. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui nous déplaît, ou dont les opinions nous irritent, on commence à sortir l'arme du boycott ou de la sanction. C'est un petit peu plus que les opinions nous irritent. Enfin, genre le blocage et les assemblées qu'il y a pu y avoir. Non, mais je veux dire, c'est juste l'expression. Vous dites des opinions qui nous irritent, c'est un tout petit peu plus compliqué ce qui s'est passé à Sciences Po que ça. Je dis pas qu'elle a raison, mais vous pouvez pas dire des opinions qui nous irritent. Je reste sur... Non, mais des opinions, des comportements, enfin tout ce que vous voulez. Mais ça peut arriver, Valérie, vous savez, la société, dans une société démocratique, de deux choses l'une. Et je pense que je vais pas en dire plus parce que je pense qu'Arnaud Benedetti aura aussi un avis là-dessus. De deux choses l'une, soit on est dans une société démocratique et libérale, et à ce moment-là, on accepte la confrontation. Donc on accepte ce qui s'est passé à Sciences Po dans le cadre de la loi, et quand il y a des débordements, ils doivent être sanctionnés. Mais si, à chaque fois qu'il y a un peu de confrontation, un peu de tension et un peu de débordement, des institutions sortent immédiatement l'arme de dire on arrête, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire si d'autres disent, imaginons le gouvernement prend la même position et dit on finance plus Sciences Po, on met la clé sous la porte. Alors voilà, parce qu'il y a 200 personnes qui se sont excitées sur un mouvement et qu'il y a eu des débordements, on va fermer l'école. Mais ça n'a ni queue ni tête. Vous semblez minimiser ce qui s'est passé à Sciences Po. Avec un petit sujet quand même, Alexis, c'est que moi... Vous semblez minimiser ce qui s'est passé à Sciences Po, qui est quand même... Pardon, grave. Alors, oui, au point de fermer l'école. Est-ce qu'elle a dit qu'elle fermait l'école? Excusez-moi, si vous coupez les vives, vous payez les portes. C'est une suspension. En droit, attendez, je rappelle, en droit, c'est une suspension. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, c'est pendant un mois, c'est juste. Ça n'a pas de grandes conséquences effectives. J'espère. Non, mais le problème, d'abord, qu'à Sciences Po, il y a eu des échauffourées idéologiques par le passé, il y en a toujours eu. Moi, j'étais à Sciences Po, donc j'ai connu ça. Moi, ça me gêne quand même quand des étudiants bloquent l'accès à un établissement, parce que d'abord c'est illégal, et parce que c'est pas conforme finalement à l'esprit de l'établissement. Je rappelle que l'École libre des sciences politiques a été créée en 1871. Ça a été une école qui a été créée par Émile Boutmy et Ernest Renan et aussi Hippolyte Taine, et qu'elle avait pour mission de favoriser le débat démocratique et éclairé. J'ai pas l'impression que les étudiants qui étaient dans la rue vendredi ou jeudi participaient à cette, cette rationalité du débat. Ça, c'est une chose. Moi, ce qu'il y a de gênant dans cette affaire, c'est les revendications des étudiants. Je suis d'accord. C'est-à-dire que je pense que quand même, ce sont des minorités agissantes. Oui. Donc, à partir du moment où ce sont des minorités agissantes, il ne faut pas sanctionner la majorité qui, elle, reste calme et apaisée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, ce qui pose problème, c'est la façon dont la direction de Sciences Po a réagi. C'est-à-dire que le communiqué de la direction de Sciences Po est un communiqué qui donne quitus, manifestement, aux revendications des étudiants. Alors, je peux comprendre que la direction de Sciences Po ait décidé, finalement, de surseoir au conseil de discipline pour un certain nombre d'étudiants, pas pour tous ceux qui avaient proféré éventuellement des
des insultes antisémites, ceux-là seront poursuivis et ça me paraît tout à fait légitime. Encore heureux. Mais là où vraiment il y a un vrai sujet, c'est quand, par exemple, un certain nombre d'étudiants réclament de revoir les accords de coopération et de partenariat avec les universités israéliennes. Ça, c'est absolument inacceptable. D'abord parce qu'ils n'ont pas à peser sur des décisions de gouvernance de ce type, qui sont des décisions de politique scientifique et qui relèvent des compétences du corps enseignant et en tout cas de la direction. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est d'autant plus grave, c'est qu'ils ignorent une chose qui est absolument capitale, c'est qu'une université dans une démocratie, et Israël est quand même une démocratie, il faut le rappeler, a une liberté académique. Donc il ne faut pas confondre l'université et le gouvernement israélien. Donc quand on s'en prend aux universités, je veux dire, on s'en prend aux universités. Pourquoi ? Non pas parce que elles auraient pris des positions favorables à la politique de Monsieur Netanyahou, ce qui la plupart du temps n'est pas le cas, parce que les universités israéliennes et la gouvernance des universités israéliennes sont souvent opposées à la politique de Monsieur Netanyahou, mais parce que ce sont des universités israéliennes. Et ça, c'est, si vous voulez, il y a une logique d'amalgame qui est absolument insupportable et qui doit être, à mon sens, condamné de la manière la plus catégorique qui soit. Après, si vous voulez, bon, à un moment donné, je veux dire, il faut que les universités, que les établissements d'enseignement supérieur soient des lieux de débat. Ça, je suis tout à fait d'accord, qu'on puisse se confronter, mais qu'on puisse se confronter librement et en s'écoutant et en s'entendant. Le problème, c'est que vous avez un certain nombre de groupes qui interdisent à d'autres de s'exprimer. À partir de là, on n'est plus dans le débat démocratique. Non. Ergun ? Moi, ce que je voulais rappeler à Valérie Pécresse, c'est qu'elle-même avait participé à des blocages étudiants. C'est vrai que là, le contexte de Sciences Po est quand même un peu délicat, mais oui, elle avait passé une nuit à dormir à l'ENA. Pardon, c'est pas comparable. Pardon, c'est dérisoire. C'était la deuxième partie. Oui. Non, mais c'était plus... Pour autant, une petite anecdote. C'était un clin d'œil. On est le 1er mai quand même. Oui, mais c'est pas le 1er avril. Effectivement, le mouvement à Sciences Po et surtout le communiqué de presse de Sciences Po montre que les digues peuvent lâcher et qu'on peut se retrouver avec un établissement prestigieux qui se retrouve à prendre des décisions qui dépassent. Et donc, par rapport à ça, je pense une réaction politique était nécessaire et la valeur symbolique de la réaction de Valérie Pécresse, elle réside en ça. Et je pense qu'elle peut être salutaire pour peut-être recalmer un peu les esprits, rééquilibrer la situation de Sciences Po et qu'on puisse retrouver un chemin qui permettrait d'avoir un débat sur plusieurs sujets, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça a été quand même l'une des marques des étudiants de Sciences Po, d'avoir des prises de position, de débattre, de porter certains combats, mais de l'autre côté, tout en respectant également la liberté universitaire et le travail de recherche que peuvent avoir lieu avec le partenariat avec des universités israéliennes. C'est une réalité aujourd'hui, le danger qu'on a, c'est qu'il y a une négation de l'existence d'Israël, des universités israéliennes, et qui sont elles-mêmes d'ailleurs l'étendard de la contestation de la politique de Netanyahou. Le problème de Sciences Po, c'est que c'est pas seulement ce qui s'est passé là, c'est que c'est il y a un problème de gouvernance à Sciences Po depuis quand même de nombreuses années. Je rappelle que l'administrateur est provisoire. Oui, absolument. Mais il est provisoire, déjà. Allez, sûr. On doit marquer une pause et je vous donne la parole au retour. Vous allez parler de ce sujet. Mais non, Jean-Claude, pas du tout. Vous aurez tout le loisir de parler. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Vous vouliez réagir, Jean-Claude, vous avez tout le temps. Il y avait la pub qui vous aurait contraint dans la parole. A manifesté sur le plateau, donc voilà. Donc on parlait de Sciences Po, effectivement, on est parti plus sérieusement et en complément de ce qui vient d'être dit, moi je pense que le comportement de cette minorité agissante traduit quelque chose d'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus que des positions extrêmes qui se font entendre, et tout ce qui est réflexion, tout ce qui est autour de la connaissance est considéré, tout ce qui est autour de la nuance est considéré comme trop molle, et en réalité on voit bien que ce qui se passe à Sciences Po, c'est le résultat d'un monde qui se polarise. Il y a d'un côté les uns et les autres, chacun se traitant en ennemi, et donc nous avons ce que nous avons reproché à la société américaine pendant très longtemps, on a dit c'est la polarisation, etc., mais nous l'avons désormais chez nous. Et j'ai en tête une interview récente d'Elisabeth Badinter qui regrettait justement sur ce sujet. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même aussi se souvenir de ce qu'était le débat public et le débat idéologique dans les années 60 et 70. Quand Sartre disait tout est anticommuniste est un chien, je veux dire, il n'était pas particulièrement modéré, il était assez radicalisé. Oui, on l'a oublié, je crois aussi. Arnaud, n'oubliez pas une chose, c'est qu'à cette époque, malgré tout, il y avait une voix aussi pour ceux qui
modérait ceux qui avaient une réflexion différente. Oui, mais elle existe aujourd'hui aussi. Décriée. Non, aujourd'hui, elle est moins audible. Oui, ça c'est possible. Elle n'est pas audible. Elle n'est pas audible, si vous me permettez de terminer. Je m'arrêterai là. Elle n'est pas audible parce que tout ce qui est autour d'une réflexion argumentée, charpentée, on vous dit de toutes les façons c'est de la mollesse et c'est à cause de ces gens-là que rien ne va. Et on préfère effectivement camper sur des positions qui sont parfois inconsistantes. Et là, c'est véritablement, c'est défendre, c'est le bon droit. Et l'autre est l'ennemi. Ça c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus. Ouais. C'est l'échec du politique aussi. Ouais. Parlons du Rassemblement national avec vous, puisque c'est l'actualité de votre livre déjà. RN vers l'inéluctable victoire, et on voit dans les sondages que le Rassemblement national reste très très haut en ce qui concerne l'élection européenne du mois de juin. Très anti-macroniste, et manifestement, si vous voulez, quoi que fasse Jordan Bardella, même s'il ne participe pas au débat, il profite d'une forme de vote utile de tous ceux qui, notamment à droite, veulent sanctionner le président de la République. Donc il bénéficie de cette dynamique, et cette dynamique-là, à l'échelle du 9 juin, elle me paraît assez inaltérable. Il y aura un écart, à mon sens, qui sera important entre la liste du Rassemblement national et la seconde liste, si c'est la liste de la majorité. Donc ça, c'est une chose. Mais après, oui, c'est pas sûr qu'elle soit seconde, je suis d'accord. Ensuite, après, il y a des raisons de fond qui sont bien connues. Il y a toutes les raisons sociologiques, le renforcement dans les classes populaires, la progression dans les classes moyennes, etc. La territorialisation du vote que l'on retrouve, mis à part les grandes métropoles qui offrent un bloc de résistance à la montée du Rassemblement national. Mais il y a un autre aspect, à mon avis, qui est assez mal vu et qui fait que le Rassemblement national dispose d'une dynamique supplémentaire, c'est l'effet générationnel. Oui. Si vous voulez, sur un marché électoral, vous avez des générations montantes et des générations partantes. C'est le cycle de la vie, tout simplement. Et quand vous regardez la structuration générationnelle du vote, ce qui est très intéressant, elle décuple d'ailleurs la tendance sociologique, c'est que cette structuration générationnelle, elle est en faveur du Rassemblement national dans un certain nombre de catégories de classes d'âge. Alors, pas tout à fait chez les 18-24 ans, et encore que ça progresse, mais dès que vous passez à partir des 24 ans, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans la vie active, et quand vous regardez la structuration d'ailleurs du vote, de ceux qui sont actifs, ils votent plutôt Rassemblement national. Au second tour de l'élection présidentielle, les actifs votent Rassemblement national, les seniors votent, les retraités votent plutôt Marine Le Pen. Donc si vous voulez, cette dynamique générationnelle... Les seniors, globalement, ils votaient plutôt Macron, mais il y a un vote qui est en train... Ils votaient Macron, excusez-moi, je voulais dire, ce que je voulais dire. Mais ça change. Mais ce que Frédéric Dabi nous dit, c'est que c'est en train de changer. Oui, alors c'est en train de changer, mais ça reste encore. Oui, mais alors ça reste encore un socle. Oui, mais ça reste chez les seniors qui sont les seniors les plus précarisés. Vous voyez, chez les seniors qui, je veux dire, n'ont pas les revenus qui sont ceux d'autres seniors. Donc c'est les classes moyennes ou les classes populaires. Mais je pense que cette dynamique générationnelle est extrêmement importante et qu'elle fait, en effet, elle constitue une valeur ajoutée, une ressource terrible pour le Rassemblement national. Toute proportion gardée. On est cliniquement dans une situation qui est assez proche de celle qui était celle du Parti socialiste à la fin des années 70 et au début des années 80, où vous aviez une structuration générationnelle qui était en faveur du Parti socialiste et qui a permis, entre autres, l'élection de François Mitterrand en 1981. Et donc cette figure de l'alternance, qui est une vraie figure en plus dans la vie politique française, et dont les Français considèrent qu'ils en ont été privés finalement depuis 1981, parce que toutes les alternances qu'il y a eu depuis 1981 sont considérées plus comme des alternances de profil que de projet, en l'occurrence, c'est-à-dire on a changé les gens mais on n'a pas changé les politiques. Et bien, d'une certaine manière, aujourd'hui, Marine Le Pen en bénéficie parce qu'il y a finalement un sentiment dominant qui est en train de s'installer progressivement de manière pointilliste, plus que pointilliste, comme quoi on a tout essayé, et le seul parti qu'on n'ait pas essayé, qui n'a jamais été au pouvoir, c'est le Rassemblement national. Et ça, je pense que c'est en effet des facteurs qui sont des facteurs extrêmement lourds. Lourds et importants et assez ancrés en fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique quand on voit, quand on regarde les sondages. Hier dans notre rolling... Alors après, il faudra avoir la participation, dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, on voit que également la liste Reconquête hier a pris 1 point, je crois, ou 1,5, étant dynamique. La liste par rapport à la liste LR. Par rapport à la liste LR qui a perdu des points. Pour LR. Je sais pas qui veut réagir. C'est très intéressant sur la vision, notamment par rapport à l'échéance des élections présidentielles et ce côté comparaison, l'analogie surtout avec ce qui s'est passé à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. On sent des dynamiques similaires. Pour autant,
autant, pour ce qui concerne les élections européennes, et je pense que c'est un des sujets sur lesquels on n'arrive pas à sentir, à palper l'opinion publique, c'est les thèmes de campagne. Et pour le coup, la majorité présidentielle, je pense que c'est une dynamique qu'on arrive à retrouver dans les sondages. On n'arrive pas à se caler exactement avec les thèmes de campagne qui sont attendus par les personnes qui sont concernées. On a de quoi recaler tout ça, évidemment. Il reste 5 semaines et la campagne va être très intéressante sur la dernière ligne droite, et on va avancer dans les prochains jours avec la présentation de la liste de la majorité présidentielle. Mais pour autant, il y a un décrochage sur les attendus de ces élections européennes qui font que l'écart reste de plus en plus important avec le Rassemblement national. Quoi qu'ils fassent d'ailleurs, leur liste, leur programme ou autre, ils restent tout le temps entre 30, 32, 33%. Et le risque de se retrouver avec un deuxième tour beaucoup plus compliqué en 2027 s'accentue. Mais pour autant, il ne faut pas rester dans un côté défaitiste et dans le côté de l'acceptation de cette réalité politique. Il reste quand même une part d'incertitude qui est liée à une abstention, un électorat qui est toujours pas décidé, et cela passe en essayant d'aller les convaincre au plus près, surtout en collant au plus près les thèmes de campagne. Enfin là, il y a plus de la moitié, il y a 2 fois plus pour le Rassemblement national que pour le taux d'engagement les de autres certitude listes, du vote est très important. Ouais, Moi, ce qui me frappe dans cette côté élection européenne, non mais d'abord cette élection européenne a commencé beaucoup plus tôt que les autres, en l'occurrence, en termes de campagne. Et ce qui est très important de regarder, c'est ceux qui se disent sûrs d'aller voter pour une liste ou pour une autre. Et quand on regarde du côté du Rassemblement national, quand on regarde l'IFOP notamment, entre autres, mais d'autres sondeurs, c'est que le taux d'engagement des électeurs du Rassemblement national est très fort aujourd'hui, manifestement. C'est le plus fort de très loin. Arnaud a fait un ouvrage en disant accession irrésistible, je crois que c'est accession, c'est bien cela. Inéluctable victoire, point d'interrogation. Point d'interrogation, parce qu'il y a des tas d'interrogations. J'ai plein d'hypothèses après que je... Bien sûr, mais Arnaud, j'entends bien, avec un point d'interrogation. Moi, je crois qu'autour, évidemment, on voit bien la dynamique sur cette élection-là, et il y a peu de chances que les choses soient radicalement différentes d'ici au 9 juin. Cela étant, et sans occulter la dynamique et le résultat tel qu'il est, je ne suis pas certain que les électeurs, notamment tous ceux qui ne votent pas Rassemblement national, votent de manière identique ou se positionnent de manière identique, qu'on soit dans l'élection européenne ou l'élection présidentielle. Donc, je ne voudrais pas qu'on dise voici quel est le résultat de l'élection présidentielle si on était juste en élection présidentielle plutôt que sur une élection européenne. Donc qu'on ne préjuge pas de ce qui se passera en 2027. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante dans ce que vous venez de dire, vous avez bien dit alternance de projet, alternance de profil, et c'est bien le problème que nous avons, quels que soient les autres partis, c'est on discute beaucoup de personnes. Et on a oublié le projet. Et tant qu'effectivement, on a beau dire ce qu'on veut sur le Rassemblement national, mais tant qu'en face, on ne sera pas capable d'avoir un vrai projet, une vraie réflexion, eh bien, on courra après. On ne rattrapera pas la machine, parce qu'effectivement, les électeurs sont beaucoup moins intéressés par les personnes que par le projet et les... Moi, j'aurais dit l'inverse. Ceci dit, ce que vous dites, pour notre famille politique, pour le bloc central, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce rassemblement du bloc central, il se fait très très souvent derrière une très grande figure, Giscard, Emmanuel Macron, c'est ce qui n'a pas réussi Bayrou. Donc pour nous, pour le bloc central, c'est beaucoup lié à ce profil. La Russie, mais pas procuration. Oui, mais on voit bien que si mais c'est pas une... Quand je dis... c'est les gens aiment Jordan Bardella, enfin ceux qui vont voter RN, je ne sais pas si c'est pour le projet du Rassemblement national ou pour l'incarnation d'une personnalité aussi. Il faut limiter l'effet Bardella. Il y a un effet, si vous voulez, il y a un tandem très efficace en termes de communication politique, qui est celui de Marine Le Pen, une femme qui a plus de 50 ans, qui en plus maintenant, je veux dire, qui est devenue une figure familière. En plus, elle a beaucoup souffert, donc politiquement. Donc ça, quelque part, les Français aussi, ils aiment bien ça, les gens qui souffrent un peu, qui ont des obstacles. Donc ça, c'est un point important. D'ailleurs, dans le livre, j'en ai discuté avec le président du groupe parlementaire Horizon, Marc Angeli, qui me dit oui, en effet, ça peut plaire aux Français, en l'occurrence, pourtant lui est dans la majorité. Et l'autre aspect, c'est qu'en effet, vous avez un jeune qui a 28 ans, qui n'a d'autre expérience que celle, je veux dire, d'un militant politique uniquement, Monsieur Bardella, qui utilise très bien les codes de la communication en direction des jeunes, et qui a surtout une communication extrêmement contrôlée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Front National a été le parti qui a le plus dérapé ces 30 dernières années dans ses propos et dans sa communication. C'est aujourd'hui le parti qui contrôle le plus
sa communication, qui effectue un contrôle sur lui-même qui est considérable. Dès qu'il y a un militant ou un responsable politique du Rassemblement national qui s'écarte un tant soit peu, j'allais dire, des codes du politiquement correct tels que les pose Marine Le Pen, il est tout de suite écarté. Ça, c'est clair. Oui, et Bardella, on voit bien, Bardella est dans l'hyper-contrôle. Il est tellement dans l'hyper-contrôle qu'il ne veut plus rien dire. Il est embauché en tant que collaborateur. Alexis Bachelet. Non, mais ce que Arnaud Benedetti vient de dire, c'est très important parce que ça veut dire que le Rassemblement national opère sa mue en parti de gouvernement, qui est la seule possibilité pour lui d'accéder au pouvoir, c'était de dédiaboliser d'abord, de rompre avec ce qu'a été l'histoire du Front National. C'est ce que Marine Le Pen a fait en transformant le Front National en Rassemblement national et en donnant l'apparence d'éliminer le père, de tuer le père, pour prendre les distances avec les propos liés à la Seconde Guerre mondiale, à l'antisémitisme, etc. Elle le fait tout de suite, dès son accès au pouvoir. Dès le début. Dès son accès à la tête du Front National. Et ça, c'est le début du processus. Après, elle l'exclut. Et le processus, il se poursuit. Et effectivement, l'ouvrage d'Arnaud Benedetti, il peut écrire ça parce que il y a eu des élections législatives où, pour la première fois, il y a quasiment une centaine de députés du Rassemblement national élus dans un scrutin qui normalement dans la 5e République ne lui est pas favorable, parce que normalement ils n'ont pas de réserve de voix au deuxième tour. Et il y a toujours eu un effet Front républicain, rassemblement, cordon sanitaire, on l'appelle comme on veut. À partir du moment où ça disparaît, ben oui, le plafond de verre, c'était un plafond de verre. Le plafond de verre du système électoral est en train de s'affaisser. C'est facilité aussi par la désagrégation de notre vie politique, une gauche qui se divise en multiples chapelles et qui ne s'entend pas. On voit bien, il y a plus cette capacité aujourd'hui. Ça reviendra peut-être. Une droite aussi qui s'effondre. Pardon, mais les Républicains, c'est quand même devenu un parti marginal sur la scène politique. Et finalement, le Rassemblement national occupe un espace politique abandonné par certains ou fragile, ou qui profite, la nature en rend du vide. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une situation d'alerte. Parce que le livre d'Arnaud Benedetti, pour moi, c'est une alerte pour dire, ressaisissez-vous les uns et les autres pour faire une offre politique qui freine l'irrésistible ascension de ce projet. Voilà. Quand on parle d'offre politique, on parle bien de projet. Bien sûr, il n'y aura pas de sauveur suprême. Voilà, aujourd'hui, 1er mai, le RN est en meeting à Perpignan, alors que Reconquête rend hommage à Jeanne d'Arc. C'est intéressant ça aussi. On va marquer une pause et on y revient. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Vous vouliez, Arnaud Benedetti, commenter ce que je disais juste avant la pub, à savoir que le Rassemblement national célébrait le 1er mai à Perpignan, abandonnait Jeanne d'Arc et que c'est Reconquête qui aujourd'hui va aller devant la statue de Jeanne d'Arc alors ça fait déjà quand même plusieurs années et plusieurs 1er mai que le Rassemblement national a abandonné cette liturgie propre au Front national où Jean-Marie Le Pen allait déposer une gerbe de fleurs devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides. Mais clairement, on voit bien que, si vous voulez, ça fait partie, ça aussi, de la stratégie de différenciation du Rassemblement national par rapport à ce qu'était le Front national. Donc, il s'agit d'une certaine manière de montrer que on a tourné la page et évidemment, on a ensuite une autre offre politique plus à droite, qui est celle d'Éric Zemmour, qui essaie... En fait, si vous voulez, c'est intéressant, le Rassemblement national est pris entre deux feux, entre ceux qui veulent le rediaboliser et ceux qui le considère comme finalement un parti qui est en train de trahir ce qui était son logiciel originel. C'est le cas de Zemmour. Zemmour, c'est ce qu'il dit. Il dit, regardez, de toute façon, elle est de gauche quasiment, Marine Le Pen. Elle est en train de se vendre totalement au système. Et de l'autre, évidemment, il y a tous ceux qui considèrent que le Front National n'a pas changé, le Rassemblement National n'a pas changé, qu'il reste le même, que tout ça c'est de la stratégie, que c'est de la communication. La réalité, c'est que je pense qu'il a changé et que ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire pour ses adversaires et ses concurrents, y compris pour Éric Zemmour, qui manifestement a rendu service en fait à Marine Le Pen, parce qu'il lui a permis de se recentrer, on l'a vu lors des dernières élections présidentielles. Bien sûr. Un mot sur Peragoun, sur le 1er mai.
Non, on voit très bien que le Rassemblement national se fait doubler sur sa droite, et je pense que ça leur sert aussi. Moi, la véritable interrogation, c'était de savoir s'il y a possibilité qu'ils se fassent doubler du côté des territoires, des zones rurales notamment, qui a été indiqué par Arnaud également tout à l'heure. On voit qu'il y a la liste Alliance Rurale qui a un peu de mal aussi à émerger, qui avait vocation à faire ce relais-là. Et 0,5. Pour l'instant, donc à voir aussi comment le Rassemblement national dans sa politique de dédiabolisation arrive à jouer de tous ses concurrents. Je voudrais bien qu'on dise quelques mots sur les écrans. Donc hier, un rapport a été remis au gouvernement concernant les enfants et les écrans, avec des directives assez strictes, pas d'écran avant 3 ans. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement, encore une fois, que d'édicter ce genre de préconisation? Comment ils vont faire? Je crois que ils vont mettre enfin, je sais pas, ça me paraît impraticable. Vous savez, c'est toujours la même chose. On fait parfois des lois, et donc après on dit il faut éviter le millefeuille législatif, mais une loi qui a peu de chances d'être effective et sans intérêt. Et justement, nos concitoyens se défient parce qu'ils disent, on dit sur le moment qu'on a fait, et en réalité, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier et éventuellement quelles seront les sanctions? Vous voyez, c'est toujours ça. C'est qu'une loi est faite pour pouvoir être appliquée et éventuellement sanctionnée. La deuxième chose, au-delà de la réglementation, nous avons tout à l'heure dit nos coups de cœur pour le livre. Moi, je pense que l'un des moyens de contrecarrer l'offensive incroyable des écrans, c'est peut-être effectivement d'avoir une politique culturelle plus ancrée sur la consommation du livre, sur un certain nombre de lieux de rencontre, de participation culturelle qui font que on est, je ne dirais pas moins tenté, mais qu'on passe plus de temps à la lecture plutôt qu'à l'écran, et c'est une responsabilité individuelle. Dire, est-ce que le gouvernement doit s'impliquer, qu'il donne des directives? Maintenant, je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité des parents. Bien sûr. Après, il y a encadrer l'usage des écrans dans la scolarité. Il peut y avoir aussi des mesures assez concrètes qui peuvent être prises, mais les écrans, c'est la responsabilité de chaque parent. Mais d'abord, je sais pas s'il y a une réglementation qui est à l'ordre du jour. Je crois pas, mais c'est pas souhaitable. Non. Ça n'a pas aucun sens de légiférer sur ce type de situation. Simplement, et puis sur les lieux scolaires, par exemple, il y a déjà des interdictions qui existent, mais dans le règlement intérieur de l'école de mon fils, à l'école primaire, c'est interdit d'avoir un portable. Donc il y a déjà... Mais non, mais enfin, encore... il y a des parents qui mettent un smartphone dans les mains d'un enfant de 7 ans, ça arrive, ça existe. Et en fait, je pense qu'on doit avoir... D'abord, c'est un vrai débat de société, là, pour le coup, et ça concerne tout le monde, mais surtout les gens qui ont des enfants. C'est effectivement comment on régule l'usage de ce qui aujourd'hui est devenu un phénomène, d'ailleurs pas seulement français, mais mondial, c'est que pratiquement tout le monde a un smartphone. Je veux dire, c'est la réalité du monde dans lequel on est. Et du coup, les enfants aussi nous voient, nous adultes, souvent le nez sur les smartphones. Bien sûr. Donc il y a un effet de mimétisme. L'enfant, son référence, c'est l'éducateur, le parent. Donc en fait, c'est un vrai sujet. Et je pense que les alertes, elles doivent être sanitaires. C'est-à-dire que si les spécialistes disent ne mettez pas un smartphone ou une tablette dans les mains de votre enfant d'à moins de 3 ans, je pense qu'il faut les écouter. Après, on va pas contraindre, mais moi je vous le dis, c'est vrai que des fois je vois des gens avec des poussettes. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pratique. Quand on a un enfant un peu agité, qui crie, qui braille, mettez-lui un écran devant, c'est l'hypnotisation, c'est pratique pour les parents. Et il y a beaucoup de parents qui, des fois, sont fatigués, sont irrités, et ils disent on règle le problème comme ça. Vous voyez le en même temps, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport qui est commandé, où il y a une volonté visiblement d'alerter, et vous avez Nicole Belloubet qui vous dit, ministre de l'Éducation, réseaux sociaux du numérique pédagogique, attention, ce n'est pas la même chose et ça ne doit pas être rejeté. Soit c'est une politique globale où on dit les écrans n'ont pas leur place à l'école. On avait le même débat à l'époque par rapport à la télé. Mais il faut dire aussi que la télé, permettez-moi, j'en ai fait l'expérience, de pouvoir avoir un accès à
certaines éducations, à certaines connaissances. Voilà. Maintenant, la problématique des écrans, c'est surtout ce qui vient d'être dit. C'est les smartphones. L'âge auquel on est confronté aux écrans, la multitude d'écrans auxquels on est confronté. Ouais. Après, il y a la sénatrice, par exemple, LR, Agnès Séverine, elle propose d'interdire les smartphones à l'abord des établissements scolaires. À l'abord des établissements. De toute façon, moi, si vous voulez, interdiction, c'est toujours la même chose. On va fouiller les sacs des enfants. On va fouiller. Je pense que on a parlé toutes les déclarations d'intention de ce type, je veux dire, elles sont extrêmement difficiles à mettre en pratique. Pardonnez-moi, mais nous avons abordé tout à l'heure un certain nombre de sujets et on disait hors antenne tout à l'heure la culture générale. On a dit on a voulu supprimer la culture générale. Et derrière, il y a tout un pan culturel qu'on a supprimé. Parce que si on veut réduire la part des smartphones, et nous venons d'être d'accord sur le fait que le modèle parental ou éducatif est récupéré par les enfants, il faut que nous-mêmes nous demandions est-ce qu'on va recommencer à lire, est-ce qu'on va recommencer à se retrouver pour débattre et d'aller au fond des sujets, comment est-ce qu'on va raisonner, etc. Je pense que là, plutôt que d'être dans l'interdiction, il faut savoir tout d'abord ce que nous voulons proposer à nos jeunes. La deuxième chose qui me semble importante sur ce sujet, c'est que, au fond, là encore, on risque d'avoir une division sociale. Parce que finalement, malgré tout, même si tous les jeunes utilisent plus ou moins les écrans, mais vous aurez toujours une certaine élite qui saura aussi pousser ses enfants, qui saura utiliser les écrans de manière optimale. Et en tout état de cause, utiliser aussi les autres moyens de connaissance. Et là encore, nous sommes dans une rupture de société. Le sujet, c'est pas d'être pour ou contre l'écran. Moi, le sujet, c'est de réguler les usages. Et le seul moyen, c'est d'éduquer nos enfants. Oui, c'est bien. C'est pour ça que à ne pas devenir addict, à ne pas aller regarder n'importe quoi, parce que, y compris opposer, par exemple, le livre à la tablette n'a pas de sens, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui lisent à travers les tablettes. On peut avoir accès à la culture sur les tablettes. Le problème, c'est pas l'outil technologique, c'est son usage. C'est bien ce que je vous dis, parce qu'il y aura toujours des gens qui sauront comment utiliser la tablette. Et moi, je vous dis, à titre perso, vous parliez de votre expérience personnelle. Je me souviens avoir interdit à mes enfants, personne ne vient à table avec les portables. Vous le premier. Et moi le premier. Bravo. Allez, merci à tous les quatre. Dans un instant, Sandré Berkoff qui sera avec vous en direct sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.